Elasticsearch, Logstash et Kibana. Voilà. Parce que c'est open source, c'est un bon début pour commencer. Ça ne demande pas d'un coût extraordinaire, comme peuvent être des solutions payantes des grands éditeurs comme IBM, HP, plein d'autres. Et ensuite, j'ai pris le produit que je fais en sécurité, Elastic Detector, comme sonde, pour envoyer des informations dedans et vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire pour remonter des informations de sécurité. C'est très simple, hein, c'est une solution qui est open source. De base, on peut mettre 3 éléments, on peut aller beaucoup plus loin. Hein. Il y a, ça, ce sont les 3 modules gratuits. Elastic, alors on va commencer par le début, peut-être Logstash. C'est en gros un concentrateur de log. On va passer par tout un système de log qu'on va envoyer dans ce SIEM, Security Information and Event Management. On envoie plein de logs là-dedans. Le but du jeu, ça va être d'indexer pour pouvoir parser et faire des recherches efficaces. C'est Elasticsearch qui va s'en occuper. Et après, une fois qu'on a fait ça, il faut bien le visualiser. Et c'est Kibana qui va permettre de construire des tableaux de bord ou de visualiser en temps réel avec des tableurs. Donc, la mise en place, c'est très simple. Il suffit de télécharger les composants, on les installe, on les configure. C'est quelque chose qui marche très très bien, qui se fait très facilement. Il n'y a pas de problème rencontré là-dedans. Moi, j'ai eu besoin, par contre, comme là, on peut construire plutôt des clusters, hein, donc avec plusieurs machines virtuelles dedans. On peut, dans un petit cadre, on peut tout mettre sur une pour faire une petite maquette, proof of concept. Si on veut avoir quelque chose d'un peu plus gros, il faut un cluster. On commence à avoir des nœuds. Il faut savoir le CPU utilisé sur les nœuds, l'espace disque, l'espace mémoire. Et donc là, il faut une petite visualisation graphique. Et donc, on a ElasticHQ qui est gratuit, qui permet d'avoir ça facilement. Vous avez tous les pendants en module payant. Vous avez en même temps sur Elastic Stack un module pour ajouter de la sécurité. Donc ajouter de la sécurité dans Elastic-Stack, c'est gérer les authentifications, puisque ce sont des consoles web, utiliser du HTTPS sur les flux, d'autres mémoires, il y a une gestion d'utilisateurs aussi. Voilà, les grosses fonctionnalités qui sont des modules par contre qui sont payants, donc ça dépend un peu où on veut se situer. Pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si vous voyez bien capture d'écran de ce qu'on peut faire. Donc tous les logs sont envoyés, sont remontés à la console, on peut les visualiser en temps réel et on voit les éléments qui se passent de façon très simple. Et ElasticHQ, c'est la capture d'écran que vous avez en bas à droite qui vous permet de voir combien sur votre cluster vous avez de nodes, et on peut même aller cliquer sur le node de soit ici de ELK Kibana, et là à ce moment-là on voit l'utilisation CPU, mémoire, disque de la machine virtuelle. On voit si elle swap. Il est à noter que maintenant des fournisseurs cloud fournissent aussi des modules Elasticsearch, dont le leader cloud mondial, vous le connaissez. Voilà. Bon. Côté configuration, je vous ai mis un petit exemple, 3 exemples ici. D'une part, on a un fichier, un répertoire et on peut mettre tous ces fichiers de configuration. Donc moi là, j'en ai pas énormément, mais ce que je vous encourage énormément à faire, c'est de les normer de façon très simple, c'est-à-dire que 0, 1 pour tout ce qui est input, pour l'entrée des logs. On va faire je sais pas, du 10 jusqu'à 100 pour faire des filtres. On va être capable de faire des filtres et d'accéder plus rapidement pour sa recherche. Et après, la sortie au-delà de 100. Ce qui permet après d'avoir une vue très rapide dans le filtre, dans ce qu'on veut chercher quand on veut modifier quelque chose. Donc ici, je vous ai fait un exemple simple d'un filtre en entrée, sur la partie en bas à gauche. On met juste en écoute un port UDP pour recevoir des logs qu'on va appeler de type Nagios.
Donc après, si on a un BIOS, on peut tout à fait envoyer ces logs-là sur ce port-là avec une nouveauté réacture. Si on a des logs syslog, on peut faire la même chose sur un autre port. On peut faire la même chose pour des logs très spécifiques d'applications Apache, par exemple. Hein, dans son Apache, sur un site avec des utilisateurs, on veut voir les connexions et les authentifications des utilisateurs pour justement surveiller le trafic légal des utilisateurs et le trafic illégal. Typiquement tentative de brute force sur les comptes. On renvoie les logs là-dedans, on fait un petit filtre et automatiquement on pourra construire un dashboard en disant ben voilà, ça c'est un accès normal, ça c'est un accès anormal. À côté, je vous ai mis un exemple que j'ai mis en place sur la plateforme qui est typiquement pour les logs SSH. Dès qu'on a une IP publique et qu'on a un SSH ouvert sur une IP publique, ça frappe à la porte. N'importe où qu'on soit, au bout de 30 minutes, l'IP est trouvée et on commence déjà à avoir du monde qui tape à la porte. Donc, moi j'ai installé Fail2ban sur les machines qui ont une IP publique et j'ai renvoyé les logs tout simplement dans Elasticstack avec ce petit filtre pour avoir un diagramme qui me dise voilà, j'ai tant d'accès SSH sur cette machine, tant sont bloqués, tant étaient des erreurs de mot de passe ou des choses comme ça. C'est ce qu'on peut voir sur le petit graphe d'après, très simple, où on voit on déclare sur la partie de droite quelles sont les actions, et après il suffit de les compter par IP. Bon, on peut faire des choses plus avancées, hein. Ça c'était juste pour un petit exemple. Alors en choses plus avancées, on peut avoir de la visibilité sur une infrastructure, c'est-à-dire quand on est dans un environnement virtuel, on peut tout à fait envoyer les logs pour savoir quand est-ce qu'on a des nouvelles machines virtuelles et quand est-ce qu'elles sont arrêtées ou éteintes, donc enlever de l'infrastructure. On peut aussi créer des compteurs pour avoir le nombre exact de machines virtuelles qu'on a dans le système, pour avoir la bonne visibilité sur son infrastructure. Et ensuite, quand on ajoute un scanner de vulnérabilité, on peut renvoyer les logs du scanner de vulnérabilité pour savoir combien de vulnérabilités critiques ou moyennes on a sur chaque serveur. Comme ça, en un coup d'œil, par exemple ici, je m'aperçois que ce serveur-là, il est vraiment pas très bon du tout et il faudra que j'y prête très grande attention. La couleur mauve n'est peut-être pas super bien choisie, mais on peut configurer les couleurs comme on veut. Donc si on va un petit peu plus loin dans la vulnérabilité, on est même capable de parser et de savoir quelles sont les vulnérabilités. Et donc du coup, je ne l'ai pas fait dans mon exemple, mais ici j'ai ce qu'on appelle le CVSS complet. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la façon reconnue par tout le monde de donner une évaluation du risque à une vulnérabilité, en prenant en compte le fait est-ce qu'elle est exploitable que localement sur la machine, que du réseau local, d'un réseau externe, et quel est l'impact dessus. Est-ce qu'elle a un impact sur ma confidentialité de mes données, sur l'intégrité de mes données, et donc on pourrait même aller plus loin et détailler ces CVSS pour dire voilà, j'ai tant de vulnérabilités ou de problèmes connus qui sont exploitables de l'extérieur et qui ont un impact sur mes données. Moi, ce que j'ai choisi ici pour faire très simple, c'est de donner aussi la résolution en fait et les solutions face à ces vulnérabilités. Et donc là, je m'aperçois qu'en fait, la plus grande partie sur les scans que j'ai lancés, c'est ce qu'on appelle le type Vanderfix. Donc en fait, je vais mettre une mise à jour sur le système. Et ça permet ainsi de pouvoir dire bon ben, on a toujours une petite partie en général. Ici, c'est écrit will not fix. Donc il n'y a pas de fixe qui est connu. Et donc dans ce cadre-là et ces vulnérabilités-là, je sais que je ne peux pas fixer. Donc il va falloir que je fasse du cloisonnement réseau pour limiter ces vulnérabilités. Et ici, vous avez en fait en fonction de famille sur chaque serveur. Donc il y a une colonne par serveur ici, et en dessous il y a les familles.
Donc ici, c'est plutôt les parties web. Ici, c'est du patch Ubuntu. Donc je sais que j'ai un serveur Ubuntu, où j'ai plein de patchs à passer. Hein, ça permet d'un coup d'œil d'avoir la visibilité, de savoir les actions qu'on doit prendre. Maintenant, tout ceci, c'est possible grâce à des sondes. Donc, en l'occurrence, ici, le scanner de vulnérabilité qu'on a, qui est un petit peu plus qu'un scanner de vulnérabilité, on va le voir tout à l'heure, mais qui a des éléments clés. Comme le disait Patrick, encore une fois, l'infrastructure est de plus en plus répartie, hétérogène, et donc il faut des outils qui soient capables de se mettre dans tous ces environnements-là. Hein, on ne peut pas se dire ça marche bien sur mes serveurs physiques, mais j'ai pas de solution, par exemple, pour ce qui est virtuel ou ce qui est cloud. Ce qui a été pendant un moment un problème, c'était d'homogénéiser les interfaces des firewalls, par exemple, des infrastructures physiques aux infrastructures cloud. Parce que le cloud, vous ne pouvez pas déployer le firewall virtuel qu'on voulait. Et donc, on n'était pas capable de remonter les règles et de gérer ça avec une console centralisée. Donc, il faut absolument des outils en dessous qui soient sur tout type d'infrastructure. Donc, évitez le plus possible d'avoir des agents à déployer. Si vous commencez à déployer des agents sur chaque serveur physique ou machine virtuelle que vous avez, ça va devenir un enfer. Et vous allez perdre à ce moment-là une partie de visibilité si jamais il y a des problèmes de connectivité entre votre système centralisé et vos agents. Il y a bien besoin d'un syslog quand même, comme agent, pour monter à Logstash. Logstash, il a un syslog, lui, tu peux lui envoyer. Oui, mais tu as un agent qui envoie vers Logstash. Oui, tu peux prendre un agent qui envoie un Logstash. Tu es obligé d'avoir un agent. Non, je t'explique. Typiquement, si on prend un scanner de vulnérabilité, sur une infrastructure, on n'a pas d'agent. Alors, on va faire des scans de vulnérabilité. Une fois qu'on a fait le scan de vulnérabilité, on envoie ça. Et sur la partie autodécouverte, en fait, on n'a pas d'agent non plus. On met rien sur chaque machine ou chaque serveur. On interroge en mode virtuel, tu interroges l'hyperviseur, tu lui dis quelle est ta liste de machines virtuelles, hop, tu la remontes. Et cet avantage-là, c'est même de pouvoir dire j'ai machines virtuelles qui sont en route et j'ai celles-là qui sont arrêtées. Est-ce que c'est normal que celles-là soient en route? Tu peux même faire ça après avec l'interface de Logstash. Alors l'autodécouverte de l'hyperviseur, elle va se faire à travers d'un connecteur réseau. Là. On va avoir un connecteur réseau, et le connecteur réseau va faire, comme tous les scanners de vulnérabilité, un scan réseau, il va choper l'hyperviseur. Mais pour être clair avec vous, pour vous vendre le produit, l'hyperviseur, il faut le configurer avec son API. La deuxième chose qu'on estime qui est intéressant et qu'il faut s'attacher à le faire le plus possible, c'est utiliser les caractéristiques des infrastructures pour se défendre et se protéger elles-mêmes. Typiquement, quand on est dans un environnement virtuel ou cloud, on a des possibilités, plutôt que de scanner ou d'attaquer les serveurs qui sont en production, on a la possibilité de les cloner, de les isoler, que ce soit avec un stockage et un propre réseau, pour pouvoir les scanner. Et donc automatiquement, ce procédé-là, c'est utiliser les caractéristiques qu'on a en dessous de l'infrastructure pour essayer de se prémunir et de faire des scans plus récurrents et sur tous les serveurs. Ne pas laisser les serveurs critiques de côté à dire bon celui-là, comme disait Patrick, je ne le toucherai pas. Même si j'ai vu une personne à Black Hat qui me dit non, au contraire, je veux que tu l'attaques quand je suis là. Parce qu'un attaquant va faire la même chose et je ne serai pas là. Donc, mais c'est très très rare et c'est un peu risqué. La dernière partie qui est importante, c'est quand vous remontez toutes ces informations-là, qui je pense sont utiles à RSSI, un développeur, lui, c'est pas forcément ça qu'il a besoin. Donc le SOC va vous donner les informations, on va dire, centralisées et générales pour piloter la sécurité. Après, quand vous devez faire, vraiment vous en occuper sur la partie opérationnelle, il faut que les outils que vous ayez vous permettent de le faire et de donner la bonne information à la bonne personne. Un développeur web, il veut bien connaître les failles qu'il a dans ses applis web. Par contre, les patch système, c'est pas son problème. Alors, l'administrateur de base de données, la partie du file web, il ne veut même pas en entendre parler.
Donc voilà, typiquement dans le produit, on a des indicateurs de sécurité donc, pour les dirigeants, que ce soit par rapport à l'OWASP. On prend comme référence le WASP Top 10, qui est la référence pour les applis web. On est capable aussi de donner des indicateurs par rapport au livre d'hygiène de l'ANSSI. Des choses qui sont très faciles à lire et qui sont redistribuables. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit quantifiable, mesurable et qu'on puisse reproduire pour pouvoir vraiment suivre et piloter. La deuxième chose, c'est de donner une idée, un petit peu ce qu'on retrouve dans le SOC, où sont un petit peu mes problèmes de sécurité, c'est plutôt lié à de la base de données, à des applications web. Ça peut même être ici sujet à dire oui, mais j'ai que 2 gars sur le web, donc s'ils font le développement web avec les fonctionnalités que vous me demandez, je ne suis pas capable d'intégrer la sécurité dedans. Donc il faut que vous soutiez mon équipe. Ensuite, bien sûr, on a le rapport pour l'expert de sécurité et on a la feuille de route pour les techniciens. Voilà. Si tout outil que vous utilisez pour remonter les informations à ces caractéristiques-là, je pense que vous êtes paré pour pouvoir piloter correctement votre infrastructure.